Et on va parler de sourcing off-market, ce mot qui est très tendance, qui fait toujours bien lorsqu'on le prononce. Alors c'est quoi la réalité? C'est quoi le fonctionnement du sourcing off-market? Comment le créer, comment le gérer, comment l'entretenir? C'est véritablement une stratégie qui fonctionne, qui n'est pas indispensable, mais qui va se faire naturellement. Certaines personnes vont être très à l'aise avec cela, d'autres vont être beaucoup moins à l'aise avec cela. Je pense que c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Dans la précédente vidéo, on parlait de on-market, de recherche de biens. Et le off-market, c'est probablement ce qui arrive encore un peu en amont de cela. Comme vous l'avez compris avec cette théorie de depuis le vendeur qui a l'intention, voire qui ne sait même pas qui veut vendre, jusqu'à la mise en ligne d'une annonce sur des sites classiques que vous connaissez, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Différents cercles, différentes personnes sont touchées. Et toutes les personnes qui sont touchées ou qui apprennent qu'un bien est en vente peuvent être potentiellement dans votre réseau. Et si ces personnes savent que le bien est en vente, qu'ils vous connaissent et qu'ils connaissent vos recherches et qu'ils pensent à vous, donc c'est tout un tas d'étapes, eh bien vous allez peut-être avoir l'information avant tout le monde que le bien est en vente et beaucoup de transactions se fonctionnent de cette façon-là, se passent sans avoir d'annonce, sans avoir d'informations importantes. On dit vraiment qu'on est de gré à gré, alors avec ou pas un intermédiaire, mais souvent sans qu'il y ait de publicité en tout cas. Donc l'idée c'est de faire en sorte, 1, que les gens sachent que vous êtes acheteur, 2, que les gens sachent qu'est-ce que vous achetez, ce que les gens, qui sont les gens, quelles sont les personnes qui vont pouvoir vous apporter, eh bien il va falloir que vous les identifiez. Et puis surtout, de faire en sorte, derrière, de pouvoir assumer le fait qu'on vous propose des dossiers et qu'on vous en parle. Donc comment on fait, premièrement, pour que les gens sachent qu'on est acheteur immobilier? Il faut en parler, il va falloir créer de la crédibilité, de la notoriété. Et tout cela, ça va vous amener à non pas seulement être connu ou reconnu comme un acheteur, mais comme l'acheteur. Celui qui est le plus positionné, le mieux positionné pour pouvoir prendre ce dossier. Alors pourquoi? Parce que l'agent immobilier, l'intermédiaire qui va passer ça à son réseau, eh bien il veut aller vite, il veut avoir une transaction qui se fait avec le moins de frottement possible et il veut être sûr que le dossier va aller au bout. Et dans ces dossiers qui sont généralement avec des prises de décision rapides, eh bien il va falloir être capable de montrer son professionnalisme, d'être réactif et de comprendre pourquoi aussi les vendeurs ne veulent pas forcément exposer leurs biens ou le diffuser le plus possible. Parce que on pourrait se dire, mais moi je veux vendre un bien off-market, pourquoi je ne le mettrais pas en publicité directement? Et c'est des fois un peu la question que se posent des vendeurs quand ils ont des offres très rapides qui arrivent sans que le bien ait été publié. Ils se disent, c'est peut-être que le bien n'était pas assez cher. Ou alors, peut-être que c'était simplement le bon acheteur, bien ciblé, bien travaillé par l'agent immobilier. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en évidence et essayer de faire au quotidien. La magie du off-market, c'est quoi? C'est d'avoir la priorité sur un dossier avec un calibrage du dossier qui vous a été envoyé qui est le meilleur possible et une transaction qui se passe sans que tout le monde ait été au courant. Donc sur ces dossiers-là, vous aurez généralement moins de concurrence. Et si vous avez de la concurrence, vous aurez une concurrence par contre généralement qui sera plus professionnelle dans le sens où un agent immobilier, un notaire, un professionnel autre de l'immobilier va avoir dans son réseau peut-être quelques personnes qu'il va pouvoir appeler sur des dossiers un petit peu compliqués et pas 50 personnes. Et ces personnes-là sont des personnes qui, de façon récurrente et régulière, achètent de l'immobilier et donc sont probablement investisseurs assidus, marchands de biens, professionnels de l'immobilier ou du bâtiment, des personnes qui ont des moyens parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir acheter ou vraiment qui ont une politique d'achat qui est vraiment claire, identifiée et qui ne sont pas simplement des touristes qui se disent par là, pourquoi pas et pourquoi je ne l'achèterai pas. Donc les opportunités off-market, si on en revient un petit peu aux chiffres qu'on peut retrouver dans le cercle, c'est vraiment pas la majorité des opérations. On pense que c'est obligatoire d'en avoir pour certains, mais chez nous, je pense que c'est pas la totalité des opérations. Et beaucoup d'opérations sont simplement publiées sur des sites, faute d'avoir trouvé un acquéreur. Mais c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des opérations qui soient off-market et qui se négocient avec des fois des remises parce que les vendeurs veulent vendre très vite quand il y a du off-market ou quand il y a des informations même en off-market sur le fait que la baisse de prix est réalisable ou faisable. Il y a aussi des fois des biens qui sont un petit peu prestigieux et qui ne doivent pas être mis sur le marché et ça amène tous ces éléments de discussion en off. Donc si vous avez moins de concurrence, vous avez probablement une marge de négo qui est un petit peu plus importante et surtout vous avez
la possibilité de vous positionner avant que tout le monde découvre le bien. Et donc ça, c'est véritablement des stratégies qui fonctionnent bien. Donc là, on a parlé du pourquoi le off-market et ce que ça amène comme, je dirais, comme opportunité. Maintenant, c'est comment le déclencher, comment arriver à avoir du réseau. Et ça, il y a pas mal de façons de le faire. Et au fait, petite parenthèse, si jamais tu veux aller plus loin, en savoir un petit peu plus, récupérer le contenu écrit, probablement également les supports et passer encore plus à l'action, tu peux retrouver des fiches qui sont téléchargeables et gratuites, comme je te l'ai dit, pour t'accompagner. Des templates, des outils, des grilles d'analyse, tout ce qu'il faut pour appliquer concrètement ce qu'on voit dans cette vidéo et dans les autres vidéos de la formation From Zero to Hero. Tu les retrouveras en premier lien de cette description. C'est juste en dessous, c'est cadeau, c'est offert par la maison, alors profites-en. Allez, on continue. Alors, la première façon de le faire, avant de prospecter directement les agences immobiliers, des notaires ou tous les professionnels qui pourraient être des apporteurs d'affaires potentiels, eh bien, ça va être simplement, comme on en a parlé dans la précédente vidéo, d'aller visiter du on-market et en discutant de naturellement pouvoir augmenter votre réseau, rencontrer un nouvel agent immobilier d'un secteur, discuter, présenter, parler de son activité. Et pour parler de son activité de la meilleure des façons, il faut avoir un pitch. Et pour un pitch, il faut avoir travaillé. Parce que du coup, un pitch efficace qui va expliquer exactement ce que vous recherchez, il va falloir connaître votre secteur, là où vous recherchez, et votre thèse d'investissement, qu'est-ce que vous recherchez. Si vous donnez comme thèse d'investissement ou comme pitch, je cherche tous les trucs qui sont pas chers, bah écoutez, je peux vous garantir que l'agent immobilier, il en attend 50. Et là encore, vous ne ferez pas la différence. Donc ce qu'il faut que vous prépariez en amont, c'est un pitch très clair. Et on fait travailler ça à nos membres. C'est un truc qu'on fait dès l'onboarding et dès l'intégration. On va le travailler avec eux, on le fait monter sur des exercices de théâtre presque pour expliquer, savoir se présenter, se positionner correctement et peut-être donner encore plus envie à un interlocuteur extérieur de travailler avec vous. Je vous ai parlé d'agents immobiliers avec qui le faire, mais ça va être avec toutes les personnes que vous allez côtoyer. Ça peut être fait par le biais autant de relations physiques que dans des visios, des appels téléphoniques, et où, pour certains, certaines, je vous invite probablement aussi, si vous êtes à l'aise avec ça, à le faire sur les réseaux sociaux, un site web, des vidéos, une chaîne YouTube comme ici, où ça pourrait vous donner encore une fois des éléments et de l'information. Typiquement, si je vous donne une de mes thèses d'investissement et des éléments que je peux dire à des apporteurs potentiels, eh bien, ça serait qu'en ce moment, moi, je recherche tout type d'ensemble immobilier, plutôt au-dessus de 200 mètres carrés, qui sont dans des villes éligibles aux de Normandie pour réaliser des projets de réhabilitation et d'envergure dans des villes moyennes, de province, peu importe où ça se situe en France, à partir du moment où on peut avoir des délais pour travailler et suffisamment de surface de plancher. Voilà, ça c'est clair. Ville de Normandie, typologie de dossier au-dessus de 200 mètres carrés, et puis qu'on ait un peu de temps pour travailler, donc des biens un petit peu compliqués, à problème. Et on va travailler là-dessus. J'aurais pu préciser que je voulais que des monopropriétés, que je voulais peut-être pas forcément de locaux commerciaux, que j'en voulais. On aurait pu être plus précis. Et j'ai pas précisé une chose, c'est le budget, mais on étudie tout budget sur ces dossiers-là. On n'a pas de limite. Donc ça va clairement donner des éléments dans la tête de l'agent immobilier ou de mon intermédiaire, de se dire « Ah ouais, ok, donc si je trouve un produit dans une ville éligible, je vais peut-être pouvoir lui envoyer parce que ça correspond exactement à sa demande. » Et c'est pas ma seule demande. On pourrait choisir de dire moi j'achète tout type d'ensemble immobilier. Encore une fois, il faut qu'il y ait un niveau de marge suffisant. Donc je vais pas lui parler comme ça à l'agent immobilier. Je vais pas parler du niveau de marge. Je vais parler potentiellement du chiffre d'affaires. Je connais mon secteur et je peux le ramener à une surface en mètres carrés. Donc je veux des immeubles d'au moins 300 mètres carrés, occupés ou non, avec des commerces ou non, sur lesquels on peut avoir à faire des travaux et on va faire des divisions, des mises en copropriété. On n'a pas de limitation en termes de budget, de taille ou de surface. On veut simplement que ça soit dans tel quartier de la ville. Et donc dans ce cas-là, vous allez avoir encore une fois, un élément très clair qui est déterminé, et ce pitch-là peut être transcrit, comme je vous l'ai dit, par tous les canaux qui existent, et par autant du présentiel que du site web, que de l'audio, comme je le fais là, ou de la vidéo. Ce pitch-là, il doit être donné au maximum d'interlocuteurs, et la plupart des gens doivent savoir tous les éléments que vous recherchez. S'ils ne savent pas ce que vous voulez, ils ne vont pas pouvoir vous le donner, ils ne vont pas pouvoir vous l'apporter. Alors si, ils vont peut-être pouvoir vous l'apporter de façon, épisodique ou opportuniste, parce qu'ils vont vous dire « Ah, peut-être ça marchera pour un marchand », mais vous n'êtes peut-être pas le bon ou la bonne personne, et des fois, ils ne le sauront pas, et donc ils ne vont même pas vous l'amener. Donc c'est important de créer du réseau, mais surtout d'expliquer comment faire et comment pitcher
et d'expliquer vos tests d'investissement lors de vos pitchs auprès de vos apporteurs potentiels. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pourrez multiplier les manières de créer du réseau. Alors, il existe des réseaux d'affaires. Il y en a plein, pas forcément citer de nom ou de marque, qui se réunissent le matin pour des petits déjeuners, le midi, ou aller dans des soirées d'immobilier dans votre région, dans votre ville, dans votre secteur, ou de networking. Vous pourriez aller, pourquoi pas, également prospecter directement, non pas les biens, mais des agences qui vont faire les intermédiaires pour trouver les biens. Donc ça pourrait être pousser la porte des agences de votre secteur, appeler directement les agents immobiliers s'ils sont mandataires indépendants. Ça pourrait être également d'aller chercher d'autres professionnels qui vont côtoyer probablement des vendeurs. Alors ça pourrait être un notaire qui a pas mal d'éléments en lien avec de la gestion de patrimoine, des successions, des donations, en tout cas des informations que certaines personnes vont être des vendeurs. Ça pourrait être des diagnostiqueurs, ça pourrait être des artisans du bâtiment, ça pourrait être peut-être des huissiers de justice, ça peut être des copropriétés, des administrateurs de biens, des gestionnaires locatifs, ça pourrait être des conciergeries. On pourrait avoir potentiellement également des informations, des fois par le biais de villes, de services de l'urbanisme, de communautés de communes qui vont rechercher à travailler certains dossiers et à trouver des opérateurs capables de sortir des dossiers. Parfois même, ça pourrait être d'autres marchands de biens avec qui vous pourriez collaborer, qui pourraient avoir des dossiers qui correspondent à votre cahier des charges. Vous avez tout un tas d'interlocuteurs qui sont potentiellement des apporteurs d'affaires. Et ça va être votre job de les identifier, de trouver ceux qui sont influents, opérants, et qui ont peut-être pas dans leur réseau ou qui vont vouloir développer eux-mêmes leur réseau, d'avoir un marchand de biens avec qui travailler et peut-être proposer des dossiers. Sachez encore une fois que le réseau off-market se crée, s'alimente, se nourrit et se réactive au quotidien, au fur et à mesure des mois, des années et peut-être même plus que des années, des dizaines d'années pour certains, parce qu'une fois que le réseau est créé, il est très fort. Et par contre, le réseau peut aussi très rapidement se défaire. Parce que vous allez avoir quelque chose qui se passe mal, un problème relationnel entre les gens, vu que c'est beaucoup de relationnel. Et du coup, il faut être capable, non pas que de le créer, mais de l'entretenir et de le redévelopper encore pour pouvoir l'améliorer et le maintenir. Donc on a parlé de comment, on a parlé de qui contacter, parce qu'on a eu plein d'exemples. Maintenant, on va parler aussi de comment l'entretenir au quotidien. Alors, on a plein de façons de le faire. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir probablement un CRM qui est mis en place. Un CRM, c'est un logiciel de gestion alors qui pourrait être de clients ou de prospects. Alors nous, on a plein de prospects. On a autant des prospects pour la revente, avec peut-être des investisseurs, des acquéreurs potentiels, mais aussi pour l'entrée. Et ça, ce sont tous nos apporteurs. Et donc, du coup, il y a un travail à faire de connaissance de nos apporteurs d'affaires, de maintien de la relation, de trouver des deals gagnant-gagnant, d'explication, comme on en a parlé juste avant, de la thèse d'investissement et des critères de recherche. Une fois que vous avez créé, entretenu et encore développé votre réseau d'apporteurs, ça se fait au quotidien, il va falloir être capable de répondre à ce réseau-là. Et répondre à ce réseau d'apporteurs, ça veut dire mettre une forme de routine, de travail et de traitement des dossiers qui vous arrivent. Autant dans le on-market, vous créez le dossier, vous allez voir si ça fonctionne. Autant des fois, vous allez recevoir beaucoup de dossiers en off-market. Ça vous arrive, on peut recevoir peut-être une dizaine de dossiers dans la semaine. Il va falloir très rapidement savoir identifier les dossiers à potentiel ou pas et d'être capable de faire un retour à des apporteurs et vous mettre une forme de règles à respecter pour ne pas griller votre réseau, parce que le sujet et le souci potentiel dans le off-market, c'est encore une fois de casser le réseau ou de perdre l'avantage concurrentiel que vous aviez sur les autres, et du coup de repartir comme dans la masse des marchands de biens et qu'il n'y ait plus de différence entre les uns et les autres. Sur des expériences récentes, on a pu voir que effectivement beaucoup de transactions, notamment sur des opérations un peu importantes, avaient pu se passer en off-market. Je le redis, c'est pas indispensable. Par contre, ça a demandé beaucoup de travail et c'est pas forcément des résultats qui payent rapidement. Et ça, je voulais le mettre en évidence. Donc oui, travailler le off-market, c'est super. Oui, l'entretenir, oui, le développer. Par contre, les résultats, ne vous attendez pas à ce qu'ils arrivent du jour au lendemain. C'est faux. Il y a peut-être quelques cas de figure et c'est de la chance, mais tant mieux. Mais par contre, ce qui vous amènera du résultat récurrent, ça va être de le travailler en amont et de l'entretenir tout le long. Donc,
La stratégie on-market, off-market ou même la prospection, etc., elles ne sont pas à mettre l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre. Il ne faut pas choisir le « je fais ça » ou « je fais ça ». Il faut faire du « et ». Il faut faire les deux. Il faut travailler sur votre on-market qui vous amènera toujours des leads. Et ça, c'est un mécanisme un peu automatisé. Le off-market, il va falloir investir au démarrage, capitaliser là-dessus pour qu'in fine, ça fasse un système similaire au on-market, mais sur lequel vous aurez beaucoup moins de concurrence. Donc, le résumé, c'est quoi de toute cette vidéo? C'est qu'il va falloir travailler dur et longtemps. Il va falloir être patient. Il va falloir éduquer. Il va falloir réactiver tout votre réseau. Pensez large, que les gens pensent à vous. Donc, pensez à eux, ils penseront à vous et que vous allez pouvoir avoir des opportunités que les autres n'auront pas. N'oubliez pas que la réputation prend longtemps à se créer et en un instant, elle peut être détruite. Donc, respectez vos partenaires, respectez vos engagements, vos apporteurs et vous verrez que c'est une très belle source aussi d'opportunités de fonctionner en off-market. Bonne fin de journée et à très bientôt sur de prochaines vidéos de cette formation YouTube. Salut!